Comment est-il possible qu'un homme ait dirigé l'un des plus grands empires de la drogue de l'histoire, qu'il se soit enfui avec l'équivalent de plus de 100 millions de dollars actuels, et qu'il ait disparu sans laisser la moindre trace? Une seule personne connaît la réponse: Frank Matthews. Classé par la DEA parmi les 10 plus grands trafiquants de drogue de l'histoire des États-Unis, Frank Matthews est l'une des figures les plus mystérieuses et fascinantes du crime organisé. Malgré une histoire incroyable, son nom reste l'un des secrets les mieux gardés du milieu. Dans les années 60 et 70, ce jeune gangster afro-américain, à peine dans la vingtaine, était à la tête de l'un des plus vastes empires criminels que le monde ait jamais connu. Sa fortune est estimée à environ 300 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards aujourd'hui. Une richesse amassée grâce au trafic d'héroïne et de cocaïne sur toute la côte est des États-Unis, et avec un détail qui rendait son parcours encore plus exceptionnel. Son réseau était entièrement indépendant du contrôle de la mafia, un fait extrêmement rare, non seulement pour un gangster afro-américain, mais pour n'importe quel gangster américain. En réalité, Frank Matthews a surpassé son prédécesseur, Bumpy Johnson, et a même accumulé une fortune plus grande que celle de Frank Lucas, le célèbre trafiquant d'héroïne dont l'histoire a été popularisée par le film American Gangster. Pourtant, malgré ses exploits, très peu de gens connaissent son histoire. Cela ressemble à un effort délibéré, peut être de la part d'Hollywood, qui n'a jamais voulu mettre en avant l'histoire d'un criminel ayant réussi à échapper au système. Parce qu'imagine, un film de gangsters où le héros s'enfuit avec tout l'argent? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Frank Matthews. En 1973, alors qu'il devait se présenter au tribunal, il a disparu, et avec lui, une fortune de plus de 100 millions de dollars. Il devait comparaître devant un juge, mais il s'est littéralement volatilisé, emportant avec lui sa petite amie et plus de 100 millions de dollars en liquide. Une fuite totalement surréaliste. Une fin énigmatique pour une carrière criminelle qui semblait sans limite. En résumé, Frank Matthews est l'un de ces gangsters mystérieux dont l'histoire mérite absolument d'être racontée. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir est l'une des affaires les plus intrigantes et irrésolues de ces dernières décennies. Matthews a été identifié comme l'un des plus grands, voire le plus grand, trafiquant d'héroïne de l'histoire des États-Unis. Il jouait dans une ligue à part, non seulement en tant qu'organisateur, mais aussi en tant qu'homme d'affaires. Et même si aujourd'hui on a réalisé de nombreux films sur Frank Lucas, surnommé le roi de la drogue, la vérité est que Matthews fut le véritable pionnier de l'héroïne dans le pays. Beaucoup le considèrent même comme bien plus intelligent que Lucas. Où est Frank aujourd'hui? Seul Dieu le sait. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que, selon les agents qui ont enquêté sur l'affaire, Matthews est toujours en vie. Et ce n'est pas une simple hypothèse, mais une conviction profonde. C'était un homme extrêmement rusé, et ceux qui ont travaillé sur son dossier pensent qu'il a réussi à échapper à son propre destin. Chapitre 1. Jeune et ambitieux. La vie de Frank Matthews est, comment dire, un véritable mystère. Mais ce qui est encore plus énigmatique, c'est sa jeunesse, sur laquelle nous savons très peu de choses. Cela s'explique en grande partie par les nombreuses versions contradictoires des personnes affirmant l'avoir connu. Ricky Johnson, un habitant de Durham, la ville natale de Matthews en Caroline du Nord, le résume ainsi: « Il y a tellement d'histoires qui circulent sur Frank Matthews qu'il est difficile de savoir laquelle est vraie. Chacun a sa propre version d'avoir grandi avec lui. Et quand on creuse un peu dans ces récits, on se rend compte que beaucoup ne sont rien de plus que des mythes. » Un autre résident de Durham ajoute: « Beaucoup de gens inventent des histoires pour se donner de l'importance. Ils disent qu'ils traînaient avec Frank, qu'ils vendaient de la drogue pour lui, mais ensuite, tu réalises qu'ils sont plus jeunes que Matthews et qu'ils ne sont même pas de sa génération. Ils veulent juste faire partie de sa légende. » Quant aux personnes qui l'ont réellement bien connu, la plupart préfèrent ne pas en parler, comme l'exprime un ami proche de Matthews. Les gens d'ici n'aiment pas parler de Frank. Ils ont peur de ce qu'il pourrait dire et des conséquences que cela pourrait avoir. Tout le monde est très prudent. Beaucoup d'habitants de Durham croient encore que Frank Matthews est en vie. Après tout, on ne sait jamais qui écoute ni ce qui pourrait lui parvenir. Il est très difficile de dresser un portrait clair de la jeunesse de Frank, mais il y a tout de même quelques faits que nous connaissons sur ses premières années. Frank Larry Matthews est né à Durham, en Caroline du Nord, le 13 février 1944.
dans une famille qu'il n'a pratiquement pas connue. Nous ne savons rien de son père. Quant à sa mère, elle est décédée alors que Frank n'avait que 4 ans. À partir de ce moment-là, le jeune Matthews a été élevé par sa tante, qui l'a accueilli et l'a élevé comme son propre fils. Il a grandi dans le quartier le plus pauvre de Durham. Pourtant, malgré la ségrégation qui régnait à l'époque, la ville était connue pour abriter l'une des communautés noires les plus prospères du pays. Comme le rappelle un ami de Matthews, « Ici, nous avions tout ce qu'un homme noir pouvait désirer. Il y avait une énorme richesse noire par habitant, plus de millionnaires qu'ailleurs en Caroline du Nord. L'ambiance de l'époque poussait les jeunes noirs à viser plus haut. Et je suis certain que Frank faisait partie de ceux qui se sont inspirés de tous ces entrepreneurs noirs à succès de Durham. » Al Bradley, un auteur qui a beaucoup écrit sur la vie de Frank Matthews, affirme que Matthews a probablement vu de nombreux commerces appartenant à des Noirs et des hommes noirs à succès pendant son enfance. Cela lui aurait donné la confiance nécessaire pour, plus tard, défier la mafia italienne dans le monde du trafic de drogue, un exploit totalement inédit à son époque. Quelque chose, dans son enfance, lui a donné l'audace de marcher avec assurance dans un monde qui ne le respectait pas. Dès son plus jeune âge, Frank a laissé sa marque, surtout auprès de ses camarades et dans son quartier. Il semblait être un leader naturel, quelqu'un que les autres voulaient suivre. Ceux qui l'ont connu enfant utilisent toujours les mêmes 2 mots pour le décrire, fort et charismatique. Des qualités qui, plus tard, lui permettraient de rivaliser avec les gangsters les plus redoutables de New York. Mais à l'école, c'était une toute autre histoire. Frank ne montrait aucun intérêt pour les études. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était la rue, un environnement dans lequel il se sentait comme un poisson dans l'eau. Pas étonnant qu'il ait quitté l'école très jeune. La seule chose qui comptait pour lui, c'était de gagner de l'argent, comme le rappelle l'un de ses amis d'enfance. Même à cette époque, la seule chose qui importait à Frank, c'était l'argent. C'était déjà un homme d'affaires, même gamin. Frank Matthews n'était pas seulement un petit escroc avide d'argent, il pouvait aussi se montrer généreux envers les siens. Mais mieux valait ne pas lui chercher des ennuis. Frank avait la capacité de devenir violent en une fraction de seconde. Comme le raconte un autre camarade d'enfance, Frank était un véritable expert en bagarre. Il n'hésitait pas à affronter quiconque pour n'importe quoi. Malgré son charisme de leader, Frank était un homme distant et réservé, comme le décrit un autre ami. Les gens disaient qu'ils connaissaient Frank, mais en réalité, personne ne le connaissait vraiment. On ne pouvait jamais être proche de lui. À 14 ans, Frank devint le chef d'un gang impliqué dans plusieurs délits mineurs, y compris le vol de poulets dans une ferme locale, ce qui lui valut son première arrestation. Peu de temps après, il s'inscrivit dans une école de coiffure, mais n'y fit aucun effort. Selon un habitant de Durham, c'est parce que Frank aurait été surpris en train de voler du matériel de barbier. Mais il ne resta pas longtemps sur place. Rapidement, il quitta Durham pour New York, selon ses propres mots, pour faire de l'argent. Frank quitta sa ville natale, Durham, au début des années 60, à la recherche de fortune. Bien qu'encore adolescent, il prit la route vers le nord, s'installant d'abord à Philadelphie où il resta environ 1 an. Pendant cette période, il travailla comme coiffeur et comme bookmaker pour des courses de chevaux, un business illégal très courant à l'époque. Grâce à cette activité, Frank fit la connaissance d'autres jeunes ambitieux, comme lui, déterminés à trouver des moyens de gagner de l'argent. Mais comme on pouvait s'y attendre, Frank ne resta pas longtemps à Philadelphie. En 1963, ou peut être en 1964, il décida de s'installer à New York. Un choix logique, comme le souligne plus tard le détective Roger Gay, qui enquêta sur son cas. New York était une ville pleine d'opportunités, aussi bien pour un gangster ambitieux que pour ceux qui voulaient gagner leur vie honnêtement. Frank s'installa à Brooklyn et continua à faire ce qu'il faisait déjà à Philadelphie, travailler comme bookmaker, tout en organisant des paris illégaux. Pendant un temps, il se consacra à cette activité, mais il se lassa rapidement du « business des chiffres » et décida de donner une nouvelle orientation à sa vie. Le trafic de drogue était la prochaine étape, et Frank remarqua rapidement que les dealers de son quartier remplissaient leurs poches. Il ne fallut donc pas longtemps avant que Frank prenne une décision. « J'ai arrêté d'être ce type en blouse blanche de barbier et je suis devenu celui qui porte des costumes en soie à 300 $ et conduit une Lincoln. » Comme le souligne l'inspecteur Roger Gay. Je crois que Frank s'est réveillé un matin et a décidé qu'il allait devenir l'homme qui aurait tout.
Dans les années 60 et 70, les drogues illicites se sont rapidement propagées à New York, et l'héroïne était la substance la plus dévastatrice. À cette époque, l'héroïne ne causait pas seulement une épidémie, elle alimentait aussi la violence et le chaos dans les communautés noires de la ville. Un chaos qu'un ancien policier new-yorkais décrit ainsi. L'année qui a suivi l'assassinat de Martin Luther King, il y a eu plus de 2 homicides à New York, la plupart à Harlem. Je dirais qu'environ 85% de ces meurtres étaient liés à la drogue. Le désordre était tel qu'un simple PV pour stationnement interdit à Harlem pouvait facilement déclencher une petite émeute. Voilà à quel point Harlem était à bout de souffle à la fin des années 60. Des trafiquants comme Frank Matthews et Nicky Barnes en vinrent même à être perçus comme des héros, car les gens les considéraient comme ceux qui défiaient un système qui ne fonctionnait plus. Frank sut tirer profit de cette situation. Pour s'impliquer dans le commerce florissant de la drogue, il n'eut pas d'autre choix que de se rapprocher de l'organisation criminelle qui contrôlait l'approvisionnement et la distribution d'héroïne dans tout New York. La puissante Cosa Nostra. Chapitre 2. Le baron de la drogue. Dans les années 1960, le commerce de la drogue sur la côte est des États-Unis, en particulier dans les communautés noires, était contrôlé par les 5 grandes familles mafieuses de New York, les Gambino, les Lucchese, les Bonanno, les Genovese, autrefois connus sous le nom de Luciano, et les Colombo, anciennement les Profaci. Pendant un certain temps, le trafic de drogue a été dominé par des gangsters juifs, notamment Arnold Rothstein, une figure clé du crime organisé qui, dès les années 1920, avait compris l'énorme potentiel lucratif de ce commerce illégal. Rothstein avait contribué à organiser et à étendre ce business à travers le pays de l'oncle Sam. Puis, dans les années 30, la mafia italienne, cherchant à se diversifier après la prohibition, s'associa au milieu juif dans le trafic de drogue, jusqu'à ce qu'elle monopolise totalement le marché dans la décennie suivante. Après la Seconde Guerre mondiale, l'héroïne que la mafia faisait entrer aux États-Unis provenait principalement de raffineries italiennes. Mais ces raffineries furent fermées lorsque le gouvernement italien interdit la production d'héroïne au début des années 50. Sans autre option, la mafia se mit alors en quête de nouvelles sources d'approvisionnement, et c'est ainsi qu'est née la fameuse French Connection. Ce réseau, encore plus sophistiqué, utilisait de l'opium cultivé en Turquie, qui était ensuite acheminé vers la France pour y être transformé dans des laboratoires clandestins avant d'être distribué dans tout le territoire américain. Ce réseau, qui prospéra dans les années 50 et 60, permit à la mafia américaine de continuer à inonder les États-Unis de drogue, en particulier à New York. Pour pouvoir percer sur ce marché et commencer à écouler ses premiers kilos d'héroïne, Frank Matthews devait passer par la Cosa Nostra. Il tenta de s'associer avec les familles Gambino et Bonanno, mais pour une raison ou une autre, il fut rejeté. Beaucoup auraient été découragés par ce refus, mais pas Frank. Il était jeune, ambitieux et déterminé à laisser son empreinte dans le monde de la drogue. Alors, il ne baissa pas les bras et continua de chercher des opportunités. Et cette opportunité se présenta grâce à Raymond Marquez, une connaissance de Frank à l'époque, connu comme le roi de la loterie clandestine à Harlem. Marquez possédait des contacts précieux qu'il accepta de partager avec Frank, en le mettant en relation avec Rolando González Núñez, l'un des plus grands trafiquants de cocaïne de New York, qui avait fui au Venezuela à cause de problèmes judiciaires. Frank prit contact avec lui, et l'affaire fut conclue rapidement. Il acheta son premier kilo de cocaïne pour 20 $. Leur relation se développa à grande vitesse, donnant naissance à un véritable réseau de trafic de drogue. Le trafiquant cubain envoyait régulièrement de grosses cargaisons de cocaïne et d'héroïne depuis l'Amérique du Sud, et Frank élargit son business en revendant la marchandise à New York. En un rien de temps, Frank fit parler de lui, devenant l'un des plus grands trafiquants de la ville en à peine un an. À cette époque, le Venezuela était l'un des pays d'Amérique latine les plus stratégiques où la Cosa Nostra avait établi une base pour ses trafiquants de drogue. Sa position géographique, proche des États-Unis, en faisait un point idéal pour la contrebande. En réalité, c'était la base parfaite que la French Connection utilisait pour acheminer l'héroïne vers l'Amérique latine, avant de la distribuer jusqu'à Miami, l'un des principaux points d'entrée de la drogue aux États-Unis. Et les Français
grâce à leur capacité à infiltrer et corrompre des gouvernements, étaient chargés de transporter la drogue jusqu'au Venezuela. De là, les Cubains faisaient passer l'héroïne vers les États-Unis, où elle était ensuite distribuée dans tout le pays, y compris à New York, où Frank, grâce à sa collaboration avec la French Connection et les Cubaines, avait fait de son réseau l'un des plus vastes de la ville. Le partenariat avec la French Connection et les Cubains portait ses fruits, mais Frank savait qu'il devait diversifier ses sources. Pour cela, il se mit en quête de nouveaux fournisseurs, prêts à faire affaire avec n'importe qui, à condition que le produit soit d'une pureté irréprochable. Matthews était même disposé à payer des prix premium pour des cargaisons de plusieurs kilos d'héroïne, du moment qu'elles étaient de la meilleure qualité disponible. En réalité, Frank était l'exact opposé de la Cosa Nostra, qui vendait de la drogue à des prix exorbitants sans se soucier de la qualité. Il ne fallut pas longtemps pour que son réseau s'étende encore davantage, se consolidant comme l'un des plus puissants du pays. Le réseau de Frank Matthews continua à croître, approvisionnant près de 20 et un États différents, principalement le long de la côte est des États-Unis. Bien qu'il n'ait jamais atteint la Californie, il n'aurait fallu que peu de temps pour qu'il domine tout le pays. Comme l'a rapporté le procureur fédéral William K. Hand, si les ailes de Matthews n'avaient pas été coupées en 1972, il aurait fini par dominer le marché national et serait devenu un véritable roi international. Frank était tellement ambitieux que son objectif final était probablement de prendre le contrôle total du trafic de drogue aux États-Unis et au-delà. Les gains de Matthews grâce au trafic d'héroïne et de cocaïne étaient démesurés. On dit qu'il pouvait gagner jusqu'à 600 $, par jour, et sa fortune était estimée à environ 300 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards aujourd'hui. Une fortune qu'il avait accumulée en seulement 4 ans. Selon Lady Jones, une ancienne associée de Frank, aucun gangster à New York, à cette époque, ne gagnait plus d'argent que lui. La mafia italienne engrangeait aussi des sommes colossales, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec Frank. Sa fortune était si immense qu'elle dépassait celle de tous les autres. Lady Jones se souvient d'une anecdote du début des années 70. J'avais une bonne amie qui disait connaître quelqu'un à Brooklyn capable de me fournir toute l'héroïne dont j'avais besoin. Mon ami était très proche d'un associé de Frank. Je lui ai demandé 5 kilos, et je les ai eus pour 22 $, le kilo. J'ai commencé à faire de très bons profits grâce à ma connexion avec Frank Matthews. Je me suis rendu compte que je n'étais pas une exception. Tous les gros trafiquants de la côte Est se fournissaient chez Frank. Faire des affaires avec lui était impressionnant. Et le plus surprenant, Frank ne comptait jamais l'argent. Tu aurais pu lui escroquer des milliers de dollars, il ne s'en serait même pas aperçu. 5 ans seulement après son arrivée à New York, Frank Matthews était devenu le plus grand baron de la drogue de la ville, et il n'avait pas encore 30 ans. Il avait construit son propre réseau de trafic, totalement indépendant de la mafia, ce qui était un exploit incroyable pour un gangster afro-américain. Au début de sa carrière criminelle, Frank menait une vie plutôt discrète. Il vivait dans un appartement modeste et ne faisait rien d'excessif, comme le rappelle Rick Talley, un ancien trafiquant de drogue new-yorkais qui a connu Frank à la fin des années 60. À cette époque, Matthews ne se démarquait pas vraiment dans la foule. Au début de son séjour à New York, la façon dont Frank Matthews s'habillait et parlait le faisait passer pour un gamin de la campagne en Caroline du Nord, plutôt que pour un gangster. Mais à mesure que son empire de la drogue grandissait, Frank adopta un tout autre rôle. Il commença à porter des vêtements de luxe, toujours un cigare à la bouche, à conduire des voitures prestigieuses et à s'afficher avec de superbes femmes. En réalité, il échangea son modeste appartement contre un manoir dans le quartier très huppé de Todd Hill à New York, un secteur réputé pour abriter certains des mafieux les plus notoires de la ville. C'est là que résidait Paul Castellano, futur parrain de la famille Gambino, dont la maison se trouvait juste en face de celle de Frank. On y retrouvait aussi des membres de la famille Lucchese. Frank était le seul homme noir à vivre dans cette zone. À cette époque, aucun autre noir ne résidait à Todd Hill. Les seuls visages noirs qu'on y voyait étaient ceux des employés de maison. Et même aujourd'hui, la population noire ne représente qu'environ 1% des habitants de ce quartier. Mais à mesure que son pouvoir augmentait, son addiction à la cocaïne aussi. Frank était un gros consommateur, voire un véritable accro, comme le raconte Donald Goddard, un auteur qui s'est intéressé à sa vie.
À l'automne 1972, Matthews montrait les symptômes classiques d'un abus de cocaïne. Il alternait entre des phases d'euphorie et des périodes d'irritabilité. Cela aide à comprendre le comportement souvent irrationnel de Matthews dans sa manière de gérer ses affaires. William Callahan, le procureur fédéral qui enquêta sur son cas, ajoute « Pendant l'enquête, nous avons découvert qu'il souffrait d'un rythme cardiaque irrégulier et accéléré. En abusant de la cocaïne, Matthews mettait clairement sa santé en danger. Malgré son addiction, cela n'empêcha pas Frank de continuer à étendre son empire et d'amasser encore plus d'argent. C'est impressionnant de voir ce qu'il a accompli en tant qu'homme parti de rien, bâtissant son propre empire criminel. En réalité, les seuls noms qui pourraient être comparés à Matthews dans l'histoire du crime organisé sont Lucky Luciano et Pablo Escobar. Frank peut en effet être comparé à Luciano et Escobar dans le sens où, tout comme eux, il était l'organisateur et le maître de cérémonies de sommet entre chefs mafieux. L'un de ces sommets eut lieu à Atlanta en octobre 1971, où il invita les plus grands trafiquants de drogue afro-américains et latinos du pays, avec pour objectif d'améliorer la distribution d'héroïne et de cocaïne. L'année suivante, pendant le combat entre Muhammad Ali et Jerry Quarry à Las Vegas, une autre réunion se tint pour aborder des sujets similaires, notamment la nécessité d'établir des relations plus solides et indépendantes avec la mafia française et la mafia cubaine, afin de se libérer de l'emprise de la mafia italo-américaine. Un agent antidrogue américain se souvient. Quand nous avons commencé à vérifier les plaques d'immatriculation et la liste des participants, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un rassemblement des plus grands noms du crime noir organisé. Matthews était la raison pour laquelle ils étaient tous là. À ce moment-là, il était vraiment le roi du crime noir dans le pays. C'est à partir de là que les autorités commencèrent à prêter une attention beaucoup plus soutenue à Frank Matthews. Chapitre 3. Enquête. Las Vegas était une ville que Frank Matthews avait l'habitude de visiter fréquemment. Comme beaucoup de trafiquants de drogue, il adorait cet endroit pour la légalisation des jeux d'argent. Frank y allait pour jouer, s'amuser, mais aussi pour blanchir son argent. Comme le souligne le procureur William Callahan, nous avons appris que Frank apportait des sacs de sport remplis d'argent liquide au casino et les remettait à un caissier. Le casino prenait entre 15% et 18% pour blanchir son argent. Ce qui est étrange, c'est qu'en dépit de tout cela, les autorités ne l'avaient même pas dans leur radar. Frank Matthews avait bâti sa fortune illégalement et s'était hissé au sommet de la pègre, mais personne dans les forces de l'ordre ne semblait en avoir conscience. En 1970, le nom de Matthews n'apparaissait sur aucune des principales listes de criminels tenues par les autorités. Il était pratiquement un fantôme. Ce n'est qu'après le sommet de Las Vegas en 1972 que les autorités commencèrent à lui accorder une attention sérieuse. Elles se mirent enfin à intercepter ses appels téléphoniques. C'est le groupe d'enquête connu sous le nom de Groupe 12 qui se lança dans une investigation approfondie sur Frank Matthews, avec pour objectif de trouver un moyen de l'inculper formellement en tant que baron de la drogue. Les enquêteurs comprenaient William Callahan, chargé de coordonner l'enquête, et Gerard Miller, un agent de la DEA avec 20 ans d'expérience dans le crime organisé. Le groupe 12 avait pour mission de rassembler toutes les preuves possibles afin de démontrer que Matthews était impliqué dans le trafic de drogue. Une tâche complexe, car le seul antécédent judiciaire de Frank était pour le vol de poulet. Le plus difficile pour Gerard Miller était de comprendre comment un trafiquant de drogue aussi influent avait réussi à échapper jusqu'alors à la vigilance de la police. Comment est-ce possible qu'un jeune Afro-Américain de tout juste une vingtaine d'années soit impliqué dans un trafic de drogue qui couvre près de 20 et un État? Cette question hantait l'esprit de Miller et de ses collègues, perplexes face à l'ampleur de ce criminel. C'était une constatation déconcertante pour les agents, y compris Gerard Miller, qui déclara « Ça me fait mal de le dire, mais Frank avait une longueur d'avance sur nous dès le départ. » L'enquête n'était donc pas facile à mener, d'autant plus que le groupe 12 subissait une énorme pression de sa hiérarchie pour obtenir des résultats. Le manque de ressources n'arrangeait rien. Les agents ne disposaient que de 3 mois pour produire quelque chose de concret, un délai ridiculement court pour attraper un gangster de l'envergure de Matthews. En réalité, il aurait fallu des années d'enquête pour obtenir des résultats convaincants. Mais Gerard Miller et ses collègues firent de leur mieux avec les ressources dont ils disposaient.
C'est grâce à eux que les appels téléphoniques de Frank Matthews commencèrent à être interceptés en 1972. Les autorités antidrogue américaines rejoignirent l'affaire, bientôt suivies par Interpol et le Secret Service des États-Unis. Ensemble, ils travaillèrent en étroite collaboration avec le groupe 12 pour traquer le baron de la drogue. Ils réussirent à localiser et à saisir plusieurs biens appartenant à Frank, y compris plusieurs propriétés immobilières. Les enquêteurs tentèrent ensuite de suivre sa voiture dès qu'ils en avaient l'occasion. Mais Frank était toujours plus rapide qu'eux. Il leur échappait à chaque fois, enfreignant toutes les règles de la route. Probablement sous l'effet de la cocaïne lors de ses courses-poursuites, ou peut-être savait-il déjà qu'il était surveillé? La corruption était alors si répandue dans les forces de l'ordre que les chances de le coincer devenaient de plus en plus minces. À ce stade, cela ne valait plus la peine de continuer. Selon Gérard Miller qui raconte « Ça n'avait vraiment plus d'importance. Nous savions que c'était inutile de le suivre. Il n'avait peur de rien. Un jour, il a ouvert le coffre de sa voiture. En plein jour, en a sorti des kilos de drogue et les a remis à un type devant tout le monde. Comme si Frank Matthews se fichait complètement d'être sous surveillance. Pourtant, ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne commencent à tourner en faveur des enquêteurs. Au début des années 70, le réseau de Frank Matthews continuait d'inonder les États-Unis de substances illicites, générant des millions de dollars de revenus. L'enquête menée par le groupe 12 progressait, au point de commencer à infliger les premiers coups à l'empire de ce baron de la drogue. Tout débuta par l'arrestation de plusieurs de ses associés. Puis, au fil du temps, les arrestations s'enchaînèrent les unes après les autres. Certaines langues finirent par se délier, fournissant au groupe 12 de plus en plus d'éléments pour renforcer leur dossier. Après près d'un an d'investigation, les autorités détenaient enfin des preuves solides pour faire tomber Frank Matthews. Il ne restait plus qu'à l'arrêter. L'arrestation eut lieu à 11 heures du matin, le 5 janvier 1973. Frank Matthews se trouvait à l'aéroport avec sa petite amie, en route pour Los Angeles, lorsque les autorités l'interceptèrent et lui passèrent les menottes. Peu après, elles obtinrent un mandat d'arrêt pour fraude fiscale et trafic de drogue. Entre avril et septembre 1972, Matthews avait tenté de vendre 18 kilos de cocaïne à Miami, pour une valeur estimée entre 1 et 5 millions de dollars. Finalement, le baron de la drogue Frank Matthews fut arrêté. Il ne restait plus qu'à attendre son procès, prévu 7 mois plus tard. Lors de l'audience de fixation de la caution, qui eut lieu le lendemain de son arrestation, Frank fit preuve d'une certaine arrogance face à William Callahan. « Nous étions face à face », se souvient Callahan. « Il m'a dit que nous n'avions rien contre lui, qu'il serait dehors en un rien de temps. » Matthews semblait confiant. Mais cette assurance s'effondra rapidement lorsqu'il entendit le montant de la caution fixée par le magistrat. 5 millions de dollars. C'était alors la caution la plus élevée de l'histoire des États-Unis. Ce montant astronomique avait été fixé en raison de l'immense fortune de Matthews et du risque élevé de fuite qu'il représentait. Par la suite, la somme fut réduite à 5 millions de dollars après que Frank eut accepté de ne pas s'opposer à son extradition vers New York. Mais, de façon surprenante, la caution fut à nouveau abaissée à seulement 325 $, une somme dérisoire pour un baron de la drogue de l'envergure de Matthews. Comme on pouvait s'y attendre, Frank ne perdit pas une seconde pour saisir l'opportunité de retrouver sa liberté. Matthews fut donc libéré en attendant son procès. Une erreur que le système judiciaire américain allait amèrement regretter, car le jeune gangster n'avait pas l'intention d'attendre bien longtemps avant de passer à l'action. Chapitre 4. La disparition de Frank Matthews. Frank avait retrouvé sa liberté et, une fois de plus, il était à la tête de son organisation criminelle. Pour les enquêteurs, cela rendait presque impossible une surveillance efficace avant le procès. L'inspecteur de police Roger Gay témoigne. « Nous ne pouvions pas suivre Matthews à la trace. Nous étions dépassés et nous n'avions tout simplement pas assez d'effectifs pour le surveiller 24 heures sur 24. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre et prier pour qu'il continue à se présenter au tribunal. L'espoir, c'était tout ce qui restait à la police, car en réalité, rien n'empêchait Frank Matthews de prendre ses affaires et de disparaître avec toute sa fortune. Il faut rappeler qu'il risquait une peine de prison à vie et que de toute façon, le marché de l'héroïne commençait peu à peu à s'effondrer. La situation devint encore plus instable avec le démantèlement progressif de la French Connection. À partir de ce constat,
Rien n'empêchait Frank Matthews de fuir, et c'est exactement ce qu'il fit. Le 2 juillet 1973, Frank Larry Matthews ne se présenta jamais au procès qui devait sceller son destin. Le baron de la drogue s'était volatilisé, déclaré fugitif dès le lendemain. Que s'était-il passé? Certaines sources affirment que Frank a fait ses adieux et a distribué une partie de sa fortune avant de disparaître pour toujours. On raconte qu'il aurait quitté New York avec 55 barils remplis d'argent liquide. Reggie Cole, un trafiquant de drogue de l'époque, dit avoir été l'un des derniers amis à voir Frank avant sa disparition. Il était 4 heures du matin. Nous étions au Flaps, un pub de la 119 rue. Frank m'a dit qu'il quittait la ville et qu'il ne reviendrait jamais. Je l'ai vu partir dans une Ford noire au toit blanc, modèle 1972. Je ne l'ai plus jamais revu. On dit que Frank Matthews s'est enfui, mais pas seul. Il semble que sa maîtresse, Cheryl Denise Brown, est également disparue en même temps que lui, ce qui suggère que les deux se sont évaporés ensemble. Les autorités ont affirmé que Frank Matthews avait blanchi jusqu'à 20 millions de dollars pour préparer sa fuite. En valeur actuelle, cela représente plus de 100 millions de dollars, une somme vertigineuse. La DEA offrit une récompense de 20 $ à quiconque pourrait aider à le capturer, la plus grosse prime depuis celle promise pour la capture de John Dillinger en 1953. Des millions d'avis de recherche furent distribués à travers le pays, et les autorités reçurent d'innombrables appels de personnes affirmant avoir vu le fugitif. Malheureusement, aucune de ces pistes ne donna de résultat, mais la traque de Frank Matthews s'intensifia. La DEA ne baissa jamais les bras et lança une chasse à l'homme mondial, convaincu qu'elle finirait par l'arrêter. Glenn Chisholm, l'un des enquêteurs impliqués dans la traque, se souvient, c'était la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la DEA. J'étais fier de faire partie de l'équipe, mais aussi extrêmement frustré. On aurait dit que nous avions des montagnes de preuves, et pourtant, à mesure que nous avancions, toutes les pistes se dissipaient, comme si Frank s'était littéralement volatilisé. Pourtant, grâce à Interpol, qui collaborait avec les autorités américaines sur l'affaire, Frank Matthews aurait été aperçu à Rome, à Amsterdam et dans d'autres villes européennes. Matthews était-il en Europe? Si ces rapports étaient véridiques, c'était tout à fait possible. Mais il était tout aussi probable qu'il se cache en Afrique, aux Bermudes, aux Bahamas, au Venezuela, à Philadelphie, à Chicago, dans la campagne de Caroline du Nord, ou peut être même à Hong Kong. L'un des endroits les plus plausibles où Frank Matthews aurait pu se réfugier était le Paraguay, connu à l'époque pour abriter un grand nombre de criminels en fuite. L'Algérie était également considérée comme un refuge idéal pour un fugitif dans les années 70, en raison des relations tendues entre l'Algérie et les États-Unis et de l'absence de traité d'extradition entre les deux pays. Les enquêteurs espéraient donc que Matthews ne se trouvait pas là-bas, car s'il y était, il aurait été pratiquement impossible de le capturer. L'équipe chargée de retrouver Matthews reçut des centaines de pistes provenant du monde entier. C'était comme si Matthews pouvait être partout et nulle part à la fois. Obtenir des informations des témoins s'avérait également extrêmement difficile, comme le raconte Glenn Chisholm. Durant tout le temps où j'ai participé à l'enquête, je n'ai jamais interrogé quelqu'un qui savait réellement où se trouvait Frank. Quand les enquêteurs demandaient des informations sur la localisation de Frank Matthews, la réponse était presque toujours la même. Si je savais où est Frank, je ne le dirais pas. Cela tenait au fait que Frank était généreux avec son argent. Et étrangement, personne ne semblait disposé à donner la moindre information sur lui. Les enquêteurs décidèrent alors d'interroger d'autres personnes, comme Barbara Hinton, l'ex-femme de Matthews, avec qui il avait eu 3 enfants. L'entretien eut lieu dans sa boutique de spiritueux, un magasin pauvrement approvisionné qui ne semblait pas très rentable. Barbara affichait une attitude amère. Était-ce sa nature, ou était-elle contrariée que Frank l'ait abandonnée? Dans tous les cas, les enquêteurs étaient convaincus qu'elle n'avait rien à voir avec sa disparition. Al Parrish, collègue de Glenn Chisholm sur l'affaire Matthews, donna aussi son avis sur cet entretien. Barbara ne donnait pas l'impression d'avoir eu un contact récent avec Matthews. Quel genre d'homme abandonne ses enfants et disparaît? S'il était encore en vie, il aurait au moins gardé le contact avec elle pour le bien des enfants. Je ne comprenais tout simplement pas. Au fil du temps, la piste de Frank Matthews s'affaiblissait. Les enquêteurs Glenn Chisholm et Al Parrish, qui travaillaient sur le dossier,
se montrèrent très critiques envers Gerard Miller, l'homme qui avait dirigé le groupe 12 chargé d'inculper Matthews. Selon eux, Miller avait fait un travail médiocre en pensant tout savoir sur Frank, alors qu'en réalité, il n'y avait que très peu d'informations concrètes. En examinant les dossiers, les enquêteurs découvrirent également qu'à un moment donné, Frank Matthews avait été prêt à coopérer avec les autorités, à condition qu'elles laissent tranquilles certains de ses hommes. Mais Miller avait refusé cette offre, ce qui leur parut complètement illogique. « C'était stupide », commentèrent-ils. Comme si cela ne suffisait pas, quelqu'un avait effrayé Matthews en lui faisant croire qu'il risquait une peine de prison à perpétuité. On ne dit jamais ça à Matthews. Cela avait dû lui faire sentir qu'il n'avait plus qu'une seule option, fuir. Malgré tout, les enquêteurs poursuivirent leur travail. Cela nous mène au 28 janvier 1974, lorsque Glenn Chisholm et Al Parrish se rendirent au Madison Square Garden, à New York, pour assister au second combat entre Muhammad Ali et Joe Frazier. Leur objectif? Capturer Frank Matthews, un fan inconditionnel de Muhammad Ali. Les deux agents avaient été informés que Frank s'était peu être soumis à une chirurgie esthétique pour modifier ses traits et passer inaperçu. Glenn Chisholm se souvient. « J'étais vraiment excité. J'allais voir un combat à Lee Frazier et attraper un grand fugitif en même temps. C'était une expérience incroyable pour un jeune agent comme moi. Ce jour-là, pas moins de 20 personnes assistaient à ce combat historique. Les agents arrivèrent tôt pour observer la foule et prendre des photos, mais rien. Pas la moindre trace de Frank Matthews. Encore une piste perdue. Un an plus tard, l'équipe d'enquête, composée notamment de Glenn Chisholm et Al Parrish, n'avait fait aucun progrès. Les agents avaient passé une quantité de temps colossale à chercher des indices, à examiner chaque petit fragment de preuve, à voyager à travers les États-Unis et même à l'étranger pour suivre des pistes, mais au final, ils n'avaient quasiment rien obtenu. Au final, les enquêteurs en savaient aussi peu sur la disparition de Matthews qu'au premier jour. Ce statu quo poussa la DEA à dissoudre l'équipe d'enquête. On avait l'impression d'avoir perdu notre temps et de n'avoir rien accompli, commente l'un des agents. La DEA n'avait aucune idée de comment avancer. L'enquête fut alors transférée aux fédéraux américains, qui reprirent le dossier depuis zéro, bien que les informations sur le fugitif restaient extrêmement limitées. Avec le temps, les pistes se firent de plus en plus rares. La DEA, qui avait gardé le dossier Matthews ouvert et poursuivi la traque, vit une nouvelle génération d'agents arriver au fil des décennies. Ces jeunes agents connaissaient sans doute le nom de Frank, mais ils avaient d'autres priorités. C'était l'époque où les grands narcotrafiquants de Colombie et du Mexique monopolisaient toute l'attention des autorités américaines, reléguant l'affaire Frank Matthews au second plan. Les fédéraux tentèrent de le localiser par leurs propres moyens, mais l'histoire restait la même. L'enquête piétinait. Mike P., un membre des fédéraux ayant supervisé la traque de Frank Matthews, se souvient. « Nous avons passé des heures interminables à traquer et harceler tous ceux que nous pensions connaître Matthews ou avoir été en contact avec lui. Certaines personnes ont été tellement mises sous pression qu'elles ont fini par déménager. D'autres en avaient assez de nous voir régulièrement. Malgré cette stratégie frontale, les résultats restaient limités. Comme le souligne Dave O'Flaherty, également membre des fédéraux, nous n'avons rien réussi à bouger. On demandait « Tu as vu Frank ?» Et certains nous répondaient, en essayant de nous soutirer de l'argent « T'as un peu de fric, mon frère ?» À la fin, on a conclu que personne ne savait rien et que Frank Matthews n'était plus à New York. Les fédéraux américains poursuivirent leur enquête et commencèrent alors à s'intéresser de plus près aux 3 enfants que Frank avait laissés derrière lui. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent que l'un de ses fils était en prison pour vol de voiture. Un fait surprenant, car Frank avait toujours été connu comme un bon père. Passer d'un père aimant à un homme qui abandonnait sa famille semblait étrange. Un changement qui éveilla des soupçons chez Mike P., qui commente « Si Matthews avait 20 millions de dollars, s'il avait laissé sa famille derrière lui et était encore en vie, pourquoi son fils en serait-il réduit à voler des voitures ?» Mike Pye ne comprenait pas comment un homme si attentionné envers sa famille avait pu en arriver là. Je n'ai jamais eu le sentiment que Frank avait repris contact avec sa famille depuis sa disparition. Avait-il volontairement coupé tout lien avec ses proches pour assurer une fuite parfaite? Si tel était le cas, c'était pour le moins surprenant. Mais, et si, en réalité, Frank Matthews était mort? Bien sûr,
Aucune trace de son corps n'a jamais été retrouvée. Mais certaines théories vont dans ce sens. De nombreux témoins interrogés par les enquêteurs affirmaient que Frank Matthews n'était plus de ce monde. Deborah Nightwine, membre des services fédéraux américains, semble partager cet avis. L'enquête sur Matthews fut l'affaire la plus frustrante de ma carrière. J'y ai littéralement travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai suivi toutes les pistes. Et à la fin, j'ai commencé à penser que si je ne trouvais rien de concret, c'était peu. Être parce que Frank Matthews était déjà mort. Mike P. aussi en est venu à croire à cette hypothèse. Lui qui, éternel optimiste, avait d'abord pensé qu'il finirait par le retrouver et l'arrêter. Mes agents et moi avons travaillé sur de nombreuses affaires qui nous ont menés très loin, vraiment très loin. D'habitude, nous avions toujours une piste ou une information solide, même lorsque le fugitif avait une longueur d'avance d'1 mois ou qu'il se trouvait à un état ou un comté de notre dernière piste vérifiable. Mais je ne me souviens d'aucune affaire, au cours des 40 dernières années ou plus, où un fugitif se serait enfui avec sa jeune compagne et où tous deux auraient disparu sans laisser la moindre trace. Si Frank Matthews est mort, alors, que lui est-il arrivé? Seth Fonti, un auteur qui s'est beaucoup intéressé à la vie de Frank, a sa propre théorie. Je souscris à l'idée que la mafia l'a fait éliminer parce qu'il en savait trop sur leurs opérations. Et aussi parce que, s'il avait vraiment 20 millions de dollars en liquide comme la légende le raconte, la mafia voulait cet argent, sans aucun doute. De plus, l'organisation de Frank était en lambeaux, et il était en fuite face aux fédéraux. Qu'il soit arrêté, jugé ou en prison, Frank n'avait plus la protection qu'il avait eue autrefois. Pour la mafia, il était donc plus facile de se débarrasser de lui. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Frank dort avec les poissons quelque part. Une théorie plausible, car Frank n'aimait pas la mafia, et la mafia ne l'aimait pas non plus. On sait, par exemple, que certains gangsters new-yorkais étaient furieux de la présence de Frank à Toad Hill. Comme l'explique Gerard Miller, nous savons que la mafia était réellement irritée par la présence de Frank à Toad Hill. Nous avons découvert qu'ils avaient envoyé une délégation pour lui dire qu'il jouait dans une ligue qui n'était pas la sienne. La Cosa Nostra était tellement agacée que le groupe 12 commença à recevoir des informations anonymes sur les tensions entre Frank et les mafieux locaux. Des voisins vivant juste en face de la famille Matthews se mirent à signaler des mouvements étranges dans la maison de Frank. Même le mafieux Paul Castellano aurait voulu éliminer Matthews. Selon la police, une conversation téléphonique interceptée contenait une menace de mort qui aurait été prise très au sérieux par Frank. En conséquence, il aurait tenté d'organiser une rencontre avec Big Paul. Il y eut aussi cet épisode où Frank Matthews aurait enlevé un associé de la famille Genovese, en représailles contre un autre membre de la famille qu'il avait escroqué lors d'un deal de drogue. Un acte incroyablement risqué qui aurait pu pousser la mafia à le faire disparaître. Alors, Frank Matthews a-t-il été éliminé par la mafia? C'est une hypothèse tout à fait plausible. Mais il existe aussi la possibilité qu'il soit mort d'une overdose de cocaïne, car on sait que Frank avait une forte addiction et souffrait de problèmes cardiaques. Ou bien, peut-on envisager une autre théorie d'assassinat, une qui impliquerait Matthews, la CIA, les Français et le Venezuela? À l'époque, il se dit que Frank Matthews avait perturbé le réseau de trafic de drogue des Français au Venezuela. Le groupe 12, qui enquêtait sur Matthews à ce moment-là, avait intercepté des conversations téléphoniques dans lesquelles Frank révélait des informations sur cette connexion. Ces révélations avaient permis aux autorités de démanteler le réseau. Cet incident, selon certains, aurait provoqué la fureur des Français, qui désignèrent Matthews comme le principal responsable d'une perte financière énorme. Le fait que les Français aient été obligés de rediriger leur route d'approvisionnement vers Miami les aurait peu être poussés à vouloir éliminer Frank. Et il en va peu être de même pour la CIA, qui avait elle aussi des intérêts dans la région. Bien qu'il soit impossible de savoir exactement ce que pensait la CIA de la situation au Venezuela, il est très probable qu'elle ait été furieuse contre Matthews. Son ingérence dans le réseau de trafic pourrait bien avoir mis en péril leurs propres opérations dans la zone. L'agence était très active au Venezuela. À mon avis, l'affaire vénézuélienne a probablement mal tourné ou du moins interféré avec leurs opérations aériennes. D'un côté, nous avions la mafia française, de l'autre, la CIA, deux puissantes entités qui n'auraient eu aucun scrupule à faire disparaître Frank Matthews
sans laisser la moindre trace. J'ai commencé à revoir mon opinion sur Matthews après avoir découvert ses liens avec les Français, la CIA et Rolando González au Venezuela. Si l'on combine tout cela, avec 10 à 20 millions de dollars en liquide entre les mains de Matthews, je le vois très clairement finir dans un trou, sans son argent et avec Brown à ses côtés. Matthews n'était plus un atout. En tant que fugitif, il était devenu un fardeau. Alors, Frank Matthews a-t-il été assassiné? Malheureusement, nous ne pouvons que spéculer. Ces rumeurs, comme tant d'autres, ne font qu'alimenter le mystère qui entoure Frank Matthews. Un mystère toujours aussi profond. Certains sont convaincus qu'il est mort. D'autres pensent qu'il est encore en vie et qu'il a réussi à orchestrer la plus grande disparition de l'histoire du crime. Ce qui est certain, c'est qu'au fil des années, il semble de moins en moins probable que nous découvrions un jour la vérité derrière cette histoire. Celle d'un baron de la drogue qui, du jour au lendemain, s'est volatilisé de la surface de la Terre sans laisser la moindre trace. Que s'est-il passé pour Frank Matthews après sa disparition? C'est une question qui, je le crains, restera à jamais sans réponse. La vérité, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. Le corps de Cheryl Brown non plus, pas même des ossements. C'est extrêmement rare, dans les affaires de meurtres non résolus, qu'aucun corps ne soit jamais retrouvé. C'est comme si Frank avait complètement effacé ses traces. Alors, et toi, qu'en penses-tu? Frank Matthews est-il encore en vie? J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à la partager. Ça m'aiderait énormément. J'espère te revoir très bientôt. À la prochaine et prends soin de toi.